récupérer. Je vais essayer de récupérer Marie. Ghislain, si tu es là, Marie, je veux bien qu'on t'auto-manifeste. Je suis là. Bonjour. Alors attends, il faut que j'essaie de te passer dans le... Voilà. Et est-ce que Pierre est là? Je ne l'ai pas vu passer encore. Hop là. Bon, déjà, il y a du vin qui est là, ça, c'est sûr. On en parlera après. Alors, hop. On est déjà à 60, c'est pas mal. Hein, il y a du monde qui arrive. J'ai vu passer un Pierre. Alors attends. Je t'ai pris ta cuvée préférée, Franck. C'est quoi? C'est Bollenberg? Un Pfingsberg 17. Oui, c'est bien. J'aime bien Bollenberg aussi, ouais. C'est vrai. Fallait choisir. Ouais, j'ai pris ça. Ouais. Alors, hop. Pierre, je ne sais pas si Pierre est là. Bon. Attends, j'ai encore du monde qui arrive. Ouais, la lumière est bien chez toi, ça va, t'es nickel. Tout est lumineuse. Yes. Attends, il faut que je coupe les micros. Ouais. Ok, bon, ben, je vous propose qu'on commence. Chers amis, merci d'être présents à vous tous ce soir pour ce webinaire. Je ne sais plus c'est le combien du nom, mais il y en a quelques-uns. J'espère que notre ami Pierre de Benoît a pu se libérer. Si il m'avait confirmé, bon, on va voir s'il arrive ou pas. Autrement, on va être en tête-à-tête avec nos amis, Marie. Hein. Pas grave. Et oui, c'est parfait. Je suis ravie. Bonsoir à tous. Donc d'Alsace. voilà, donc le principe un petit peu de ces webinaires, ces wine talk show, c'est voilà, de prendre un thème et de rentrer dans le vin, dans l'intimité du vin et dans cette belle lumière qui porte l'énergie des vins et qui fait que le vin finalement est autre chose qu'une simple boisson toute basique, ce magnifique vin qui nous donne toujours des énergies un peu différentes et des choses un peu particulières. Alors, je vais te laisser peut-être te présenter, Marie, en attendant Oui. Pierre, parce que je vois un Pierre, donc voilà. Oh, il est là, Pierre. Ah, il est là, Pierre. Génial. Il arrive. Alors, salut Pierre, Bonsoir. Ça va Bonsoir, très bien. Pierre. Bonsoir. Et vous? Oui. Ravi de te voir. On risque de se voir très prochainement à Angers, non? C'est ça. Tout à fait. Dans quelques jours, on va se voir. Vous allez vous voir dans un grenier, non, c'est ça? Dans un petit grenier. Un petit grenier. Un endroit sublime, plein d'énergie. Ouais. Mais un grenier un peu discret, mais très grand. Voilà. Grand pour les vignerons qui seront réunis là-bas. Voilà. Que des bonnes vibrations là-bas. Bon, bah, merci à tous les deux d'avoir répondu présent. Je vais peut-être vous demander de vous présenter. Donc, comme je disais en préambule, on a un petit peu plus de 250 personnes qui sont inscrites. Voilà, donc on a en moyenne entre 75 et 100 personnes de présentes. Puis il y a beaucoup de gens qui nous regarderont en replay, donc on est avec eux aussi par la pensée. Et peut-être, je sais pas, Marie, je te laisse peut-être te présenter le domaine, l'histoire. Voilà, puis après on rentrera dans ce thème. J'ai eu quelques commentaires sur les réseaux sociaux qui m'ont dit mais qu'est-ce qui se cache derrière ce thème? Eh ouais, c'est un thème un peu vaste, bizarre, mais tellement intéressant, n'est-ce pas? Je me présente, donc je suis Marie Ghislain, vigneronne. Donc Marie Ghislain, vigneronne en Alsace, au domaine Valentin Ghislain. Donc Valentin, c'était mon grand-père. Donc je co-gère
le domaine depuis 2008 avec mon frère Jean-Paul. Donc, nous sommes actuellement la 13e génération. Donc, nous sommes sur le domaine depuis maintenant une vingtaine d'années, maintenant même 22 millésimes déjà à notre actif. Et oui, ça file. Donc, domaine viticole en pleine propriété. Nous ne faisons pas de négoce. Donc, c'est des vignes qui sont transmises de génération en génération dans la famille. Et nous sommes situés à Orschwir, donc petit village niché au cœur des collines sous-vosgiennes, un endroit qui est magnifique. Je suis très objective, bien sûr. Et c'est plutôt situé dans le sud de l'Alsace. Donc, on est dans le sud de Colmar. Voilà. Donc, très proche de Mulhouse, de Colmar, de Bâle. Donc, vous voyez un petit peu où situé par rapport à la Suisse. On est très proche. Voilà. Domaine en biodynamie, voilà, pour faire court. Biodynamie depuis maintenant 26 ans. Contrôlé, certifié biodynamie. Nous, principalement sur 3 types de terroirs. Donc, un monopole au domaine qui s'appelle Clos Liebenberg, monopole de la famille, qui fait 5 hectares sur des grès. Et tu fais des bonnes bulles avec. Avec une partie qui est dédiée vraiment à des bulles, à crément de terroir, voilà, tout à fait, avec des élevages longs. Deuxième grand terroir, c'est le Bollenberg, donc zone sèche, avec un microclimat méditerranéen. Donc là, on a une grosse partie de notre surface, avec le pinot noir du domaine qui sont 100% sur le Bollenberg. Donc là, on est sur une zone de calcaire. Donc c'est du calcaire dur du Jurassique. Voilà. Donc zone sèche, protégée par Natura 2000, faune et flore endémique. Et troisième grand terroir, donc là, on est sur des grands crus. Et là, on est sur Grand Cru Finsberg, donc 100% Riesling chez nous. Voilà, donc cépage dominant, ça va être Riesling et Pinot Noir. Voilà. Et nous sommes distillateurs également, donc ça c'est la partie également vraiment historique. On a encore beaucoup de vergers, donc ça c'est ce qui participe aussi à la diversité du lieu. Donc les vergers, les prairies, donc nous distillons également une partie de nos fruits. Voilà pour faire la présentation du domaine. Voilà. Merci Marie. Avec plaisir. Pierre? Oui, donc Pierre de Benoît, donc vigneron en Bourgogne, mais je suis passé toute mon enfance vigneronne sur un domaine à Sancerre, donc je suis sancerrois de naissance, de travail, d'esprit vigneron, et j'ai migré, j'ai traversé la Loire il y a une vingtaine d'années maintenant pour venir épauler mon oncle, donc Aubert de Vilaine, et prendre sa suite sur le domaine qu'il a créé avec ma tante Pamela en 1973. Donc un domaine qui à l'époque faisait 8 hectares et qui par remembrement, rachat ou échange successif est passé à 30 hectares. Depuis le millésime 2015-2016, nous sommes à 30 hectares. Un domaine qui a 2 pôles. Un pôle historique qui est donc à Bouzeron, où nous cultivons le cépage aligoté pour promouvoir la seule appellation village issue du cépage aligoté en Bourgogne, qui est Bouzeron, avec la plupart de nos aligotés qui sont plantés en haut de coteaux, ce qui se faisait avant le phylloxéra en Bourgogne finalement, sur des sols qui sont plutôt marno-calcaires, assez squelettiques, peu profonds, assez difficiles à travailler, mais tout à fait propices à la culture de l'aligoté. Et à mi-coteau, nous avons aussi bien du chardonnay et du pinot noir sur des sols un peu plus argilo-calcaires, un peu plus profonds, un peu plus bruns, dont le drainage de l'eau est un peu différent. Et puis, on a maintenant un autre pied de l'autre côté de la colline dite de la Folie, à Rully, où on a réussi par échange et rachat de vignes à constituer un domaine qui nous permet aujourd'hui d'exprimer tous les terroirs en premier cru blanc de l'appellation Rully, du nord au sud de l'appellation. Donc, on a là pour le coup 6 nuances de terroirs totalement différentes, avec en plus à l'intérieur de chaque premier cru des parcellaires de terroirs encore qui oscillent entre
un équilibre argilo-calcaire, calco-argileux, ce qui donne un travail qui est passionnant parce que ces nouveaux terroirs et moi, on est en train de se renifler. On apprend à se connaître, on apprend j'apprends à les comprendre et à essayer de travailler ensemble. Voilà. Et puis, on a évidemment des petits îlots de vignes, notamment à Mercurey, notamment également en Centenay Premier Cru Passe-Temps Rouge, où là, ce sont vraiment des petits îlots et où on a mis en pratique, comme Marie, la culture biodynamique depuis une quinzaine d'années, culture bio depuis 40 ans et la biodynamie depuis une quinzaine d'années. Voilà, c'est deux caves, l'une à Bouzeron, qui est la cave historique, et l'autre à Rully. Donc, c'est un domaine qui cultive principalement de la ligotée et du chardonnay, donc du blanc, et évidemment un peu de pinot noir aussi. Voilà. Donc, les 3 cépages de Bourgogne, ce qui est intéressant. Et ça fait un joli programme. Moi, c'est vrai que je connais bien les 2 domaines, un tout petit peu moins les Rully, mais les Bouserons, je les suis depuis quelques années parce que j'ai le bonheur d'en avoir quelques-uns dans ma cave et puis les vins de Marie aussi. Donc voilà, le thème de ce webinaire de ce soir, c'est en fait, on a fait beaucoup de rencontres autour de la biodynamie, on a fait beaucoup de rencontres aussi autour des régions, etc. Et je me suis dit, c'était intéressant, je voulais aussi proposer un thème un peu transversal, qui est un petit peu sur la relation qu'on peut avoir avec le terroir. Je pense qu'il vous est cher à tous les deux, enfin même qu'il nous est cher à tous les 3. Et donc la question, c'était le vin, pour être grand, doit-il être discret? Donc je voulais savoir qu'est-ce que ce thème vous évoque? Déjà comme ça, après, moi j'ai quelques idées derrière la tête quand même. Et pour être franc, je suis un peu coquin, j'ai pas dialogué avec Pierre et Marie non plus. Donc je les mets un peu devant le fait accompli comme ça, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Il nous a pas aidé, hein, ça c'est sûr. Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Non, mais c'est parce que je suis un garçon un peu coquin, puis j'aime bien les réponses qui viennent du cœur. Donc voilà, l'idée c'était de voilà, en quoi ça résonne le thème chez vous. Dans le public, on est presque 100 là, on est 95. Si vous avez envie de poser des questions, vous le faites dans le chat comme d'habitude. Je ne sais pas qui veut commencer. Bah, je veux bien. Je pense que Franck, déjà dans ta question, il y a déjà 2 questions en une. Déjà, la première grande question qu'on se pose quand même, je pense régulièrement, c'est qu'est-ce qu'un grand vin? C'est souvent la question que les gens se posent entre eux. Le vigneron aussi, il dit qu'est-ce que c'est un grand vin, quoi. Alors, c'est quoi le grand vin pour toi? Qu'être discret. Alors, on a combien d'heures? Non, je déconne. Alors, moi, je dis très souvent, quand on est dans les vignes, quand on déguste, un grand vin pour moi, c'est déjà à la base un grand lieu. Qu'est-ce qu'un lieu? Donc, un terroir, un paysage, pour faire simple, je pense, un paysage qui fonctionne. Un lieu où il se passe des choses. Comme chez nous, on a le Bollenberg, le Kloevenberg, c'est une harmonie, c'est sur un type de terroir, un type de sol, un type de sous-sol, donc ça c'est peut-être un peu bateau, avec un climat. Nous on a beaucoup de mésoclimats, donc les microclimats qui sont formés par les Vosges et par les collines sous-vosgiennes. Donc en Alsace, on a cette chance d'avoir cette diversité, on parle de kaléidoscope de terroir et de climat. Donc déjà là, on parle de lieux très spécifiques qui peuvent aussi derrière être ancrés et avoir ensuite des vins qui sont vraiment qui sont à l'image de ce qui se passe dans la vigne, quoi. Ensuite, moi j'aime bien la formule que toi tu utilises aussi de Jacques Puiset, qui est donc le philosophe du goût, créateur de l'Institut français du goût, et qui dit que le vin doit avoir la gueule de l'endroit, quoi. J'adore cette formule, la gueule de l'endroit et les tripes de l'homme qui l'a fait, et après il faut retrouver le paysage. Je dirais de l'homme ou de la femme. Oui, l'homme de façon générale.
la femme, mais c'est exactement quoi, c'est cette espèce de trilogie entre voilà, le lieu, donc la gueule de l'endroit, les tripes de la personne, et ensuite voilà, le paysage qu'on veut retrouver. Vraiment, c'est plein de ces aspects-là qui font qu'on est face à quelque chose de différent qui nous percute, qui dit waouh, ça c'est grand. Mais après, il y a d'autres, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect aussi, pour moi, culturel. Donc là, on va sur un autre débat, on va sur la partie culturelle qui entre en jeu, cette partie expérience aussi de la vie, qui fait qu'on a tous nos repères, nos bases qui sont différentes. Donc pour moi, un grand vin, ce ne sera peut-être pas le tien. Mais je pense que sur nos bases, sur les lieux, je pense qu'on est certainement on est d'accord là-dessus, quoi. L'énergie d'un lieu, c'est la base. Pour répondre d'abord, un premier point à ta question. Pierre ? Oui, Marie a tout dit. À bientôt, je vous remercie. Mais non, parce que finalement, il y a ces deux un peu paradoxaux comme ça entre effectivement la discrétion et la grandeur, et la discrétion qui témoigne d'une certaine retenue, et la grandeur qui peut être exubérant comme ça, qui peut être exubérance ou bravache. Pour moi, c'est comme le disait Marie, un grand vin, c'est l'expression d'un lieu situé dans un paysage donné qui a été façonné par l'homme. Il y a plus de moins finalement tous les terroirs qu'on travaille aujourd'hui en Alsace ou en Bourgogne ou ailleurs sont des terroirs qui étaient ni plus ni moins que des fonds marins il y a 200 millions d'années. Et c'est par le travail de l'homme, il y a un philosophe français qui disait par entêtement de civilisation, que ces fonds marins sont devenus aujourd'hui, pour certains, des grands terroirs. Et c'est vrai que on peut aussi, c'est le travail de l'homme qui peut révéler la grandeur d'un terroir ou la modestie d'un terroir. Par exemple, si je dois ramener cet aspect de la question sur le Bouzeron est issu de 17 terroirs différents. Bien sûr que les 17 terroirs que nous cultivons et que nous mettons en avant ne sont pas tous au même niveau. Donc, un grand vin, pour moi, c'est encore une fois une somme d'éléments qui sont liés à la nature, à la biodiversité du lieu, au paysage qui entoure ce lieu, et aux énergies que l'homme, par sa capacité à comprendre, à observer, arrive à faire exprimer à travers le vin. Et donc, la grandeur peut être issue de la retenue d'un vin dans sa jeunesse et être expressif ensuite dans sa garde. Donc, c'est tellement, Marie le disait très justement, c'est très personnel. Vous savez, moi, le plus grand souvenir que j'ai d'un grand blanc de Bourgogne, c'est au coin d'une table en ayant cuisiné sur le pouce quelques riz de veau avec mon meilleur ami, et ça a été un moment magique, et le vin était extraordinaire. Voilà. Sortez de son appellation, sortez du cadre législatif, administratif, pour devenir quelque chose de passionnant, quelque chose d'historique, quelque chose de culturel, et qui nous a emmenés très très loin au-delà du simple plaisir charnel, finalement, ou sensuel, mais c'est presque le squelette de l'homme qui était touché par la qualité du vin, en fait. Voilà. C'est un peu pour moi ça, la grandeur d'un vin, c'est un vin qui arrive à aller au-delà de l'aspect charnel, puisqu'on déguste les vins, et à toucher la dernière chose qui reste sur terre de notre modeste personne, c'est le squelette. Et dès qu'on touche le squelette, ça devient quelque chose dont on se souvient, voilà, et qu'on veut partager, évidemment. Voilà. Et je dirais, merci Pierre, je dirais que finalement, dans le squelette, il y a peut-être aussi la dimension de l'âme. L'âme peut être touchée. Et je pense, pour paraphraser Bruno Queugnoux, il y a toujours dans le vin, il y a une dimension. J'aime bien ce que tu dis, Pierre, il y a une dimension charnelle et sensuelle dans la dégustation.
Ça, c'est un premier niveau de lecture. Puis après, il y a une dimension invisible dans le vin, à la fois les arômes, parce qu'un arôme, a priori, on ne les voit pas à l'œil nu, mais il y a aussi une dimension, quand je parle d'énergie invisible, c'est cette dimension un peu incroyable qu'est la finesse, l'émotion, le ressenti, en quoi le vin va nous toucher et nous émouvoir, quoi. Et c'est pour ça que nous, on essaye, au sein de l'école, de toujours proposer des approches qui vont nous connecter à la dimension charnelle du vin, mais aussi à l'autre aspect, etc. Et alors, si on revient, je vais te repasser la parole, Marie, si on revient sur cette notion on a parlé du grand vin, maintenant on a l'autre pan du thème qui est le discret. Donc, et Pierre le disait bien, il y a le côté finalement grandeur, exubérance ou discrétion. Voilà. C'est quoi ton avis là-dessus? Tiens, il y a Adeline qui nous dit on est dans le philosophique et le spirituel également. Ça, je suis d'accord. C'est clair, ouais. Moi, ce que je voulais rajouter avant, c'est ce côté, quand je goûte un vin, que je peux considérer comme grand. Il n'y a pas que cette dimension, effectivement, climatologique, climatique, etc. C'est aussi, pour moi, on va dire énormément lié en fait aux vibrations de la personne, quoi. C'est-à-dire que je vais capter, ou soit je connais, soit je capte l'homme la personne qui a derrière, quoi. Et donc, du coup, beaucoup de choses qui entrent en jeu, tout ce qui s'est passé en cave. Pour moi, c'est vraiment pas que le paysage, que les vignes, mais c'est tout ce qu'il y a derrière, quoi, jusqu'à sa posture, son attitude. Ça fait aussi partie, donc le personnage, le vigneron, fait partie de cette globalité du grand vin, quoi. Pour moi, j'attache énormément d'importance à cette posture du vigneron qui participe. On peut être, comme me disait Pierre, sur des terroirs qui sont peut-être pas forcément reconnus comme des grands terroirs, des terroirs maigres ou autres. Mais pour moi, ce qui va faire le grand vin, c'est aussi la posture de l'homme. C'est là où c'est d'autant plus intéressant que le vigneron s'attache sur des terroirs plus modestes à les valoriser, à les mettre en avant. Et comme tu le dis, on pratique la viticulture depuis 2000 ans. Les gestes qu'on pratique aujourd'hui, la plus grande difficulté, c'est la routine, c'est l'habitude. On reste à la maison, on taille, on fait tous ces gestes avec une certaine habitude, et c'est notre plus grand ennemi, l'habitude et la routine. Et si on arrive à retrouver le geste originel avec les techniques d'aujourd'hui, évidemment, et si on arrive à retrouver ces gestes originels, le moindre petit terroir, l'homme pourra réussir à révéler quelque chose de grand. Voilà. Et finalement, la définition globale du terroir, il faut y intégrer évidemment la part humaine. Et cette part humaine doit être modeste. Pas par la posture, pas par la personnalité du vigneron, mais par le regard que le vigneron va apporter à ce terroir, aussi modeste soit-il. Moi, je suis passionné par le fait de révéler des terroirs modestes, parce que c'est une aventure encore. Ouais. Un grand cru, le terroir est là. Il est grand, il est déjà grand. Il a été reconnu par l'histoire, par ses pairs, comme étant historiquement un grand cru. La seule chose qu'on doit faire, c'est de rester modeste devant cela et ne pas chercher à essayer d'imposer une direction, une personnalité ou autre. Alors qu'un modeste terroir, ça reste une aventure où vraiment il y a une adéquation, il y a vraiment une harmonie qui se fait entre l'homme et le terroir et la nature, et se dit, je suis au service de ce terroir pour essayer de le révéler, en tout cas le peu qu'il peut révéler, essayons de le mettre en avant. Voilà. Et moi je trouve ça passionnant, j'adore ça. Alors moi, dans le terme posture, ce que je sous-entends, c'est l'humilité. C'est vraiment une humilité absolue face aux éléments avec lesquels on est en harmonie. Et je pense que c'est ce qui fait la grandeur, justement. C'est cette symbiose, cette harmonie qu'on peut avoir, enfin qu'on essaye d'avoir, qu'on cherche. Je pense que c'est une recherche, une quête d'une vie en tant que vigneron, que vigneronne. Et je rajouterais en tant que sommelier et caviste.
Parce que nous, au sein de l'école, à tous nos jeunes et moins jeunes, on leur dit on est au service du vigneron, du client, on est un maillon de la chaîne et il faut être au service du vin dans l'humilité et la présentation humble du vin et pas dans le je sais. Ouais, là, on est complètement d'accord et je pense que ça va de concert où on est tous on est alignés en fait. Vigneron, sommelier, caviste, je pense qu'il faut qu'on soit alignés par rapport à ça. Et en fait, moi, j'appelle ça tu parles de lignée, moi, j'appelle ça de la lignée du vin. C'est-à-dire qu'on part d'un lieu, on part d'un lieu, d'une énergie, d'un espace-temps qu'est le millésime. Ensuite, il y a l'intention du vigneron, de la vigneronne, etc., qui va comprendre, interpréter et libérer l'énergie du terroir. Et après, nous, notre boulot, quand même, il est vachement important en tant que sommelier et caviste. C'est-à-dire que par une mauvaise parole, par une mauvaise posture, par une mauvaise attitude, on peut brouiller le message. Donc, c'est super important d'être humble dans l'écoute. J'aimerais juste revenir sur 2 choses que vous avez dit qui sont super fortes pour moi. Ce que disait Pierre, c'est la notion de geste. Moi, je suis un grand fan de calligraphie japonaise. Et le geste, moi, je me souviens, Noriko, que tu connais, que tu as déjà vu, Marie, Noriko, elle m'a fait attendre 2 ans avant déjà de m'enseigner la calligraphie. Et après, pendant 1 an, elle m'a appris, elle m'a dit, tu fais un trait horizontal. Pour moi, en bon occidental, j'ai dit au bout de 15 jours, c'est bon, quand est-ce que je fais le 2e trait? Elle m'a dit, tant que tu ne ressentiras pas le trait, c'est-à-dire pas quelque part, en fait, c'est pas le trait, c'est à travers cette répétition, cette routine du geste qu'on arrive à sentir que finalement, le trait contient, parce que c'est un trait horizontal comme ça, qui est ichi en japonais, qui veut dire un. Donc dans la symbolique, le un, c'est l'univers, c'est la création, hein, l'unité, le tout. Voilà, on met le nom qu'on veut dedans. Et tant qu'on n'a pas fait ça, tant que sur la feuille le trait n'a pas une vibration, on continue à faire ça. Moi, j'ai mis 2 ans à faire un seul trait pour comprendre que en fait le trait, il y avait tout dans le trait et que après tout le reste, elle allait être une déclinaison du trait. Bon, c'est pas simple à expliquer comme ça, mais quand tu parles de geste, Pierre, c'est super important parce que et en Bourgogne ou dans d'autres régions viticoles comme ça où il y a une histoire ancienne, la précision du geste, comme le tailleur de pierre, c'est d'habiter son geste, d'être en relation avec le geste, d'avoir le geste juste. Et ce geste, il ne prend sa grandeur pour libérer la lumière de la matière ou libérer la lumière du vin que quand il y a une relation intime qui se fait, quoi. Vas-y Pierre. C'est parce que c'est parce que les gestes sont modestes que le peut devenir grand. Hein. Tout est lié. Hein, tout est lié. Énergie. Tu parlais d'énergie, l'énergie entre le monde en dessous, minérale, l'énergie végétale du cépage, l'énergie astrale. On est 2 domaines en biodynamie. L'énergie animale, tous les animaux qui peuvent mourir, traverser ou simplement vivre sur un vignoble, sur nos vignobles. Ces 4 énergies, elles peuvent constituer la grandeur d'un vin si l'homme, un souhait de l'homme, un fond marin peut rester un fond marin si l'homme n'a pas voulu par son travail, par son entêtement, le révéler et le transformer en terroir. Et pour moi, la plus grande qualité d'un vin, aussi discret soit-il, c'est l'eau. C'est l'eau contenue dans le vin qui permet de réunir les 4 énergies dont je parlais à l'instant. Et ce n'est pas l'alcool. On parle beaucoup d'alcool aujourd'hui, on parle des tanins, etc. Mais c'est vraiment l'eau qui, en reliant ces 4 énergies, va permettre au vin de traverser le temps et éventuellement discret par l'expression de son terroir au départ de sa vie, parce que trait sur le fruit deviendra grand dans son futur par l'expression de son terroir et grâce à l'eau qui aura transporté et relié ces 4 énergies ensemble. C'est ce dont tu parles, Franck, c'est le geste de la nature. Il se fait dans le vin, pour moi, à travers l'eau, beaucoup plus qu'à travers l'alcool. Après, il faut composer avec les éléments climatiques également, bien sûr. Alors, il y a un commentaire de Philippe qui dit, mais qu'est-ce qu'un vin discret? C'est un vin inconnu. Après, je vous laisserai répondre. Et il y a Dan qui nous répond, je pense que discret est une qualité comme tact, délicatesse ou une certaine réserve aussi par rapport à un vin bodybuildé qui va
tout livrer dès l'attaque et le milieu de bouche, alors qu'un grand vin se déploiera surtout en fin de bouche. Il y a Adeline qui dit le geste comme les enfants lorsqu'ils apprennent à écrire. Ouais, ça c'est certain. Et il y a une très belle. Alors je remercie, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, Urtubise, je ne sais pas, je vais dire des bêtises. Je vais retenir l'idée de l'intention de la vigneronne et du vigneron quand tu dégustes le vin. Alors ça, c'est absolument génial. Moi, quand je goûte un vin, je fais un truc assez perso, c'est-à-dire que je mets les mains dessus, je ferme les yeux et j'essaie juste de ressentir comment je me sens avec ça. Et en général, quand on a un petit peu l'habitude, il se passe des choses. Ouais, voilà. Vas-y, je te laisse commenter peut-être, Marie, tu veux. Vas-y, ou Pierre, comme tu veux, vas-y. J'étais avec Bruno Cognou il y a 2 semaines et j'ai perdu l'odorat et le goût avec la Covid. Et on a fait un petit travail avec le vin et la conscience, donc de mâcher le vin, de se nourrir du vin en bouche en fermant les yeux, donc de ne pas goûter le vin pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut guérir en fait, et en mettant la conscience dans les pieds, sur la terre, donc en rapprochant la conscience de la terre pour retrouver ce lien neuronal perdu du goût et de l'odorat. Et je dois dire que ça a plutôt pas mal marché. Voilà. Donc c'est vrai que le vin, c'est une inconnue, quoi qu'il arrive. Donc un grand vin peut être un inconnu, et c'est ça qu'il s'agit des grands comme des vins plus discrets, c'est ce côté inconnu du fruit qu'on va découvrir, de la manière dont on va le déguster et de la manière dont ce vin va. Le temps est une inconnue, on ne sait pas comment on va vieillir, on ne sait pas comment on sera dans quelques années. Donc, on sait bien, j'en suis sûr. Certainement, le côté inconnu du vin, ouais, ça, on verra bien. Alors, face caméra, mais de bien, oui. Mais l'inconnu, c'est l'une des plus grandes qualités du vin. Oui. Moi, j'aime bien, Pierre, j'aime bien cette notion que tu dis, Pierre, là, cette notion d'inconnu dans le vin. Je trouve que ça traduit bien ce qu'on recherche aussi chez nous dans le vin par rapport à cette notion de discrétion. Nous, on veut surtout pas que ce soit bodybuildé, on veut surtout pas intervenir. Le terme que nous on utilise vraiment, on est à cette espèce de comme un enfant, on l'élève, on le soutient, on est là. C'est pas nous qui faisons à sa place, mais on est là pour l'élever. Et cette notion d'élevage plutôt que de production ou d'exploitant, c'est complètement à l'opposé pour nous. Et là, je trouve qu'il y a cette notion aussi entre la discrétion et ces vins qui sont démonstratifs aujourd'hui beaucoup, où on veut tout de suite être justement dans cette notion d'aromatique. On va chercher quels sont les arômes au nez, alors que au contraire, nous, on va plutôt mâcher le vin, être en connexion avec le vin et ressentir quel est le message qu'il veut nous envoyer, quoi. Donc là, on est dans cette notion pour moi vraiment de discrétion. On est toujours dans cette humilité aussi du vin, quoi. Je pense que ça va de pair. Il y a il y a pas mal de commentaires qui sont en train de. Je vais essayer de les partager. Il y avait une question de Gognour. Je suis désolé si je prononce mal. Je m'en excuse. Est-ce qu'on peut penser que parfois il y a un lien direct avec les cépages indigènes et modestes et les vins discrets? Qu'est-ce qu'il veut répondre à ça? Ou pas? C'est indéniable. Il est certain qu'il y a un lien entre les cépages indigènes et le lieu où ils sont cultivés. Après, encore pas parce que, alors je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais ce n'est pas parce que le cépage est indigène que le vin sera petit ou grand. C'est encore une fois une adéquation. Et ça, il faut remercier nos anciens d'avoir réussi en goûtant la terre, en révélant, en goûtant avec le corps leur terroir, ont su par expérimentation, par expérience, par des essais, trouver la bonne discussion entre cette énergie minérale du cépage. Ce n'est pas pour rien qu'à Bouzeron, les Hauts-de-Coteaux sont en tout cas au domaine, se portent surtout la culture du cépage aligoté. Moi, je ne fais que reproduire ce que les anciens me montrent à travers les paysages
que j'ai à Bouzeron, à Arly, j'essaie de comprendre ce qu'ils ont laissé comme traces. C'est comme des petits cailloux du petit poussé. Il faut suivre ces petits cailloux et essayer de les suivre pour arriver à cette harmonie, à cet équilibre, à cette balance entre ces différentes énergies. Et donc, bien sûr que les cépages indigènes sont indispensables, sont presque la pierre angulaire pour exprimer les terroirs. Sans eux, sans cette partie végétale, on ne serait pas capable d'exprimer les terroirs d'aussi belle manière qu'aujourd'hui. On a quand même transformé nos 5 sens de survie, voir de loin le danger, entendre de loin le danger, ces sens archaïques, organiques, on les a transformés en des sens de plaisir, de dégustation. Donc il y a eu un vrai mouvement, je dirais que le corps humain s'est adapté pour comprendre le vin et à travers le vin ses terroirs. Et donc merci aux anciens de nous avoir laissé des traces, des indices, qu'ils soient minéraux à travers le sol, qu'ils soient végétaux à travers le végétal ou à travers des vieux millésimes qu'on a la chance de déguster éventuellement. On se rend compte que des petits millésimes peuvent produire des grands vins. Et des grands millésimes peuvent produire des petits vins. Et je vois, on parle de vins de pays. Bien sûr que dans les vins de pays, il y a des grands vins. À partir du moment où on accepte de goûter non pas l'expression du terroir, puisque dans les vins de pays, on ne parle pas vraiment de terroir, mais en qualité. Et là, de nouveau, on revient à ce lien entre le cépage et le terroir, bien évidemment. Donc, oui, vive les cépages indigènes. Il y a une remarque de Jacques qui m'a envoyé un petit message en privé. Je me permets, Jacques, de partager. Jacques du Québec, il dit voilà, un ami vigneron atteint du cancer a réussi ses meilleurs vins alors qu'il ne goûtait plus le vin. Il élaborait ses vins par instinct et ce fut fabuleux comme vin. Je trouve ça incroyable comme témoignage. Merci, Jacques. C'est très, très, très fort. Ouais, c'est clair. Alors, il y a une remarque en sorte de Christophe, justement, puisqu'on était sur les vins de pays ou les IGP. On parle beaucoup de grands vins de grandes maisons, mais qu'en est-il des vins, entre guillemets, petits, vins de pays qui, bien souvent, ont du caractère? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Moi, j'ai une petite idée, mais... Est-ce qu'un vin de caractère est grand? Oui, encore une fois, c'est un vin de pays lié sur le fruit, beaucoup plus que le terroir. Après, c'est la hiérarchisation administrative qui a considéré que tel vin ou tel lieu ne pouvait pas exprimer un vin d'appellation, mais un vin de pays. Mais il y a des très grands vins de pays. La preuve, c'est les lois d'Urbach, évidemment. Ouais, bien sûr. Avec ces Trévalons qui faisaient des choses incroyables. Donc, bien sûr que dans les 20 pays, après, ça dépend du moment. Je crois qu'il y a une des remarques qui apparaît là dans le chat. Effectivement, des grands vins peuvent tomber à l'eau parce que le moment ne s'y prête pas. C'est tout, la discrétion. Et la grandeur. Et Philippe nous met une définition du Larousse. Je te remercie, Philippe. Je vais la lire parce qu'elle est magnifique. Discret, donc qui agit avec réserve dans la relation avec autrui, qui veille à ne pas gêner les autres. Magnifique. Merci, Philippe. C'est un éclairage très juste qui s'applique au vin. Il y avait une remarque aussi sur... Oui, je remarque juste sur ce que tu disais, Marie, là, sur la notion d'humilité. Et ça, je vais paraphraser Bruno Queugnoux qui dit souvent, dans humilité, il y a 3 mots. Il y a humilité, ça vient de humus, le lien à la terre, et ça vient de humer, humer, sentir. Et je fais le parallèle avec une question qui est posée là sur l'olfaction. Et souvent, finalement, la question, voilà, c'est finalement... on insiste beaucoup dans les formations en général sur la dégustation analytique. On parle beaucoup des arômes, de l'olfaction, et on parle finalement pas trop de mâcher le vin. Ça, c'est une réalité. Mais moi, j'estime toujours que quand je sens un vin, on le fait en dégustation en approche intuitive longue. Pour moi, pour rentrer dans l'olfaction d'un vin, il me faut en moyenne entre 5 et 15 minutes, quoi. Et je fais que ça. C'est que je ferme les yeux, je prends un temps, et je rentre dans la... Je dis pour moi, un grand vin, c'est comme un chef-d'œuvre. Et c'est quand même
voilà, ça a pris du temps à la nature d'absorber le terroir. À l'homme ou à la femme, ça peut prendre 40 ans pour comprendre le message du terroir et de le libérer si toutes les planètes s'alignent. Et nous, dégustateurs, sommeliers, cavistes ou amateurs, on prend et on colle un jugement, une étiquette en 20 secondes. Donc pour moi, c'est d'une grande violence. Et sur un grand vin, ben moi j'ai envie de prendre 10 minutes pour le sentir, fermer les yeux et voir où il m'emmène, sans le goûter. Et ben, le voyage, croyez-moi, vaut le déplacement. Et puis en plus, comme ça. Et la bouteille dure plus longtemps. Vas-y, Pierre. Vas-y, Pierre, pardon, excuse-moi. Non, oui, et donc Franck, c'est-à-dire que quand tu dégustes tous les vins de manière aussi longue, ou quand parce que effectivement, quand on a une grande étiquette, on va se concentrer éventuellement. Et quand on a un simple vin de pays, on va se dire, on le déguste plus facilement ou on le goûte plus facilement. Mais la plus grande difficulté, c'est d'être pareil face à tous les vins et d'avoir la même conscience de dégustation face à un très très grand vin et un modeste vin de France ou vin de pays, bien sûr. Alors, ce que je fais, pour répondre à ta question, Pierre, moi, ce que je fais en fait, c'est que moi, j'essaye, voilà, on travaille sur cette approche un peu sensorielle, intuitive, sur le toucher du vin par la dégustation de jeu sensoriel et on traduit à la fin sur l'analytique. Et en fait, quand je rentre dans un vin, j'ai pas 15 minutes à chaque fois, c'est pas possible. Par contre, je prends un petit sas, tu vois, de 5-10 secondes, où je prends le vin dans mes mains, je le sens avant de le goûter ou je le goûte. Et avant de faire marcher ma tête de sommelier, j'essaie juste de voir. Je reviens à ce que disaient les moines. La première impression est souvent la bonne. Hein. Ma grand-mère m'a dit. Et quand on commence à faire tourner le cerveau, souvent c'est là où on a trop de questionnements. On revient dans l'instinct, hein, toujours dans l'inné ou l'acquis. Je me pose la question et je me dis tiens, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me parle pas? Et après, je déroule le reste. Mais donc j'essaye toujours d'avoir cette vision-là. Et puis là, bon, récemment, je suis rentré au comité de déguste de la Revue des vins de France, là, donc ça va être intéressant de partager ça avec mes collègues qui vont. On va voir ce que ça donne. C'est très rigolo. Il y a plein de commentaires. Voilà. Ça bouge. Attends, je vais essayer de ne pas oublier personne. Un grand vin l'est surtout par le souvenir mémorable du dégustateur. Je suis assez d'accord. Est-ce qu'un vin discret, c'est pas simplement un vin qui est en harmonie avec le terroir qu'il a produit? Ouais, ça, je suis d'accord aussi. Ni le terroir, ni l'élevage ne le domine. Comment peut-on sensibiliser le consommateur, mais d'abord les vignerons, à sauvegarder les cépages indigènes? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et c'est un gros travail avec les pépiniéristes. C'est un travail qui doit se faire avec les pépiniéristes. On a vu vraiment. Moi, je travaille avec 5 pépiniéristes différents. Et quand on parle avec eux, j'ai la chance d'avoir des très vieilles vignes d'Aligoté. Ma plus vieille vigne a 115 ans en Aligoté, ce qui m'a permis en 2013 de créer un conservatoire du cépage Aligoté à Bouzeron pour préserver l'individu végétal, un patrimoine végétal qui avait été repéré par les anciens pour être adapté au terroir de Bouzeron. Donc, bien sûr que les pépiniéristes, ils ont un rôle à jouer et il faut travailler ensemble pour aller à la recherche de cette relation presque fusionnelle entre le minéral et le végétal. C'est primordial. C'est primordial. C'est compliqué. C'est compliqué parce que aujourd'hui, le clone a pris le dessus partout. Hein. La plupart des porte-greffes qui nous sont proposés sont issus de clones, finalement. Il n'y a plus de porte-greffes en tant qu'individu, mais en tant que clone, il y en a partout, malheureusement. Et on voit vraiment que finalement, avant les années 50, 60, donc l'arrivée du tout clone, on était vraiment dans une viticulture de paysans, une viticulture fondée sur le bon sens, où l'homme était au milieu de la nature, était comme un enfant. Moi, j'ai 2 enfants en bas âge. Les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, ils n'ont pas atteint l'âge de raison. Ils ne sont pas. La raison peut gêner à la compréhension de la situation de l'homme sur Terre ou au milieu de la nature. Et à partir du moment où la raison gêne, on devient raisonnable, on fait les choses de manière raisonnable et on est très loin de la grandeur ou de la modestie ou de la discrétion. Et c'est ça qui est un peu dommage finalement. Et c'est vrai que
moi, quand je déguste les vins, ce qui me dérange le plus, c'est le fruit. J'ai tendance à croire qu'il faudrait que le fruit soit mort dans le vin pour n'en goûter que la mémoire. Parce que souvent, quand on est avec des clients ou qu'on déguste, on a tendance à s'arrêter aux fruits en essayant de deviner, mais à quel fruit ce vin me fait-il penser? Et on en oublie de déguster ce qu'il y a derrière, finalement, l'équilibre entre l'acidité, l'alcool, cet équilibre, le vin à proprement parler, et le vin à proprement parler, on oublie de déguster le terroir. On ne déguste que le fruit du cépage et on en oublie de déguster la relation fusionnelle qui peut exister entre le cépage et le terroir. Et là, encore une fois, les pépiniéristes ont un rôle considérable à jouer pour nous aider à retrouver la bonne direction dans ce lien incroyable, invisible, qui peut exister entre un terroir, son eau, l'eau du terroir, et évidemment son cépage. Parce que c'est par l'eau que tout passe, puisque la plante va aller chercher l'eau. Le vin est fait à plus de 80% d'eau. Donc, c'est dans l'eau que passent les choses. Qu'est-ce que tu penses de ça, Marie, toi? Moi, ce que je voulais dire, c'est que le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, c'est quand on parle pas de cépage déjà et qu'on parle pas d'arôme et qu'on dit ça, c'est pour moi le Liebenberg, ça c'est un grand Bollenberg, tu vois. Donc, on parle pas d'aromatique. Moi, je pense que je suis vraiment celle qui en parle peut-être le moins. Depuis toujours, quand on me demande de décrire un vin, en général, j'essaye d'esquiver parce que c'est vraiment quelque chose qui ne parle pas. Tout simplement parce qu'on a tous nos sensibilités et que je ne suis pas là pour décrire, pour faire la description d'un vin. Voilà, de le décortiquer, de faire c'est intéressant le mot que tu viens d'utiliser. Hein. Décortiquer un vin, ça veut dire enlever le corps. Ouais. C'est quand même fort. Hein. Quand Ouais, on décortique exactement. un vin. Voilà, comme si j'étais en train de faire une analyse je sais pas, une analyse de sang et que je te fais le descriptif en fait A plus B et ça c'est vraiment oui. Il y a Pascal qui dit autopsie, génial, merci. Voilà. Ouais. C'est quelque chose qui, moi, me parle absolument pas. Donc, moi, ce que je recherche quand je goûte, là, je suis en train de goûter un Finsberg en même temps qu'on se parle. C'est ce côté, c'est ces sensations, c'est ces vibrations, c'est ce que je ressens en moi, c'est l'impression que j'ai en moi. Et je cherche pas ce côté aromatique, je vais chercher les sel, je vais chercher ces beaux amers qui me font du bien, qui me font saliver, qui me donnent envie de manger parce que là, en Alsace, on mange pas aussi tard, donc on a bientôt faim. Donc c'est ça qui m'importe. Et ce côté aussi, en même temps, pas du tout démonstratif et pas du tout dans le côté aromatique, quoi. Il y a un joli commentaire de Justine qui dit voilà, le développement des dégustations, un peu sophro-dégustation, etc., permet d'apprécier l'entièreté d'un vin autrement et amène à l'évocation plutôt qu'une liste stricte d'arômes. Merci, je trouve ça tout à fait d'accord. Ouais. Ça, c'est vrai. Et alors, il y a un petit message aussi de Charline. La grandeur d'un vin peut-elle résulter de la pratique de la biodynamie? Est-ce que le respect de la terre et de l'ensemble des organismes vivants peut se ressentir dans une dégustation au niveau émotionnel? Moi, je ne veux pas répondre parce que je suis convaincu, mais je vous laisse répondre peut-être. Ouais, c'est compliqué pour nous aussi parce que nous, on est ultra convaincus aussi. Mais si je goûte maintenant les vins du domaine, voilà, on va dire avant biodynamie et maintenant, donc 20-25 ans d'écart, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. C'est une dimension autre, vibratoire. Il y a un équilibre que je n'avais pas peut-être avant. Alors bien sûr, il y a aussi nous qui évoluons. Ça fait partie aussi du vin. C'est évident. Cette notion on est un duo avec mon frère, donc on a nos sensibilités à nous que mon père avait peut-être différemment, mon grand-père aussi. Donc il y a cette notion-là aussi qui intervient. Mais la biodynamie en tant que culture, clairement, ça nous a fait changer complètement la dimension des vins. Ça, c'est imparable pour nous.
Alors, il y a Dan qui dit Schgelt, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire santé. Ah bon, ouais. En alsacien. Je connais Kampai en japonais. Merci, Merci Dan, merci, ouais. Charline nous dit la grandeur du vin évolue dans son temps. Ouais, ça c'est clair. Il y a un magnifique commentaire de. Je suis désolé, Goknur, je ne sais pas comment on prononce. C'est bon, super. Bon, nickel, elle fait un grand pouce là-bas, elle dit que c'est bien. Donc elle nous dit voilà, Pierre a raconté magnifiquement cette unification de nos dégustations, faute parfois d'un système très, très dominant au niveau mondial, comme si on se réfère au grand sociologue Ritzer, ça serait une certaine McDonaldisation du wine tasting. Voilà. Moi j'ai un avis, mais j'exprime mon droit de réserve. Ouais. Mais je suis d'accord, je suis partiellement d'accord avec ça. Ouais. Yermat en breton, mais on va. Alors, il y a Louise qui nous pose une question. Pourriez-vous nous dire si les vieux millésimes, les vieilles bouteilles sont encore disponibles chez vous et sur le marché, si on les cherche toujours, les vieux millésimes? Parce qu'en plus, c'est bien connu que les vins de Bouzeron et les vins du domaine du Slin vieillissent très mal. En général, ils doivent être bu dans l'année parce que... Pas vrai, je mens, je suis bien. Ouais. Et surtout quand on dit que... C'est l'une des dimensions de la biodynamie. Je rejoins Marie dans la biodynamie et la culture. Attention, il n'y a pas des mauvais vins dans les vins autres que biodynamiques, bien sûr. Il y a des merveilles de vin également. Ouais, après, la biodynamie, c'est très personnel. La biodynamie, c'est d'abord pour moi une aventure humaine que d'appliquer la biodynamie. Il faut que l'équipe soit d'accord, elle soit connue des tests qu'ils vont pratiquer, parce que finalement, nos anciens ne pratiquaient pas la biodynamie telle qu'on la perçoit aujourd'hui. Et oui, je pense que la biodynamie donne non seulement un équilibre dans la nature qui se retrouve dans les vins et qui leur permettent une certaine garde. Je disais tout à l'heure que pour moi, dans le vin, le fruit est mort. Et c'est la mémoire du fruit qui persiste. Et plus le vin vieillit, plus cette mémoire va devenir un souvenir. C'est comme la chanson de Bobby Lapointe qui s'appelle Le Chien, et le chien meurt à la fin. Et j'ai souvent comparé les dégustations des vins comme ça. Quand on a un chien, un chien qui nous suit pendant 14 ans, il meurt de vieillesse. On est extrêmement mémoire de ce chien présente, nous fait presque pleurer. Tu te souviens de Léon qui passait par la fenêtre et qui est tombé dans un seau d'eau de l'autre côté. Ça fait pleurer parce que le souvenir est très vivace. Vous voyez, la mémoire du chien est très vivace. Après 6 mois, 1 an, la mémoire du chien devient qui a passé la fenêtre et qui est tombé de l'autre côté, devient un souvenir et on en sourit. Vous voyez, on sourit de ce moment passé avec ce chien. Et le vin, pour moi, c'est un petit peu pareil. La mémoire du fruit rappelle le présent du vin, alors que le souvenir du fruit rappelle le futur du vin, en fait. Et à partir de là, bien sûr que les vins, par cette fondation et cette culture et ces méthodes biodynamiques appliquées à la vigne qui permettent de générer un équilibre, une harmonie entre les différentes énergies, donnent au vin cette puissance, cette dimension dans l'espace-temps qui lui permet de traverser le temps. Et si ce vin traverse le temps et parle au squelette à un moment donné, bien, il s'est dépouillé du fruit, il est dans l'expression pure du terroir, et en se dépouillant du fruit, il parle directement au squelette. Et en ça, il devient presque éternel finalement, parce qu'on s'en souvient, parce qu'on va traverser, on va partager ce moment en disant mais tu te souviens, ce vin-là était extraordinaire, il m'a touché au plus profond de moi-même, et vous avez envie de partager cela. Un caviste va vouloir vendre une bouteille de vin qui l'aura particulièrement touché ou au plus profond de lui-même. Et c'est en ça que pour moi la biodynamie est importante, c'est qu'en plus on utilise également la notion de la mémoire de l'eau, la dynamisation de l'eau. Quand on imagine qu'on met que 40 grammes de bouse de vache dans disons 45 litres d'eau qu'on dynamise, c'est quand même incroyable. Ouais. Où est l'énergie là-dedans? Comment fait-on? On est transporté, quoi. Ça devient, et on est encore d'autant plus transporté qu'on est avec sa bouille d'eau,
le soleil se couche, on est au milieu des vignes, on entend les oiseaux du jour qui commencent à s'éteindre, la vie de nuit commence à apparaître, commence à être bruyante, et là, on peut vivre des moments assez magiques, je dois dire. Une symbiose particulière. Les moments les plus magiques que j'ai pu vivre dans ma vie, je pense. Oui, et puis on reçoit ces gouttelettes d'eau dont on a réveillé la mémoire sur la tête. Et là, il y a une alchimie qui se fait entre l'homme, le végétal et le minéral. Et on comprend un peu mieux notre métier à ce moment-là, peut-être. Si je pousse la métaphore des gouttelettes d'eau, c'est une histoire de baptême, cette affaire. Il y a une magnifique citation que Caroline nous a partagée: l'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret, de Racine. Extraordinaire pour l'éternité. On s'envole ce soir. Merci Caroline pour cette citation magnifique. On s'envole. Bon, bah, écoutez, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Le temps passe extrêmement vite en bonne compagnie. Et voilà, moi j'ai passé un moment assez sympa. Je vais vous laisser le mot de la fin. Je voulais juste vous dire, voilà, je vous ai remis dans le chat le compte sur lequel je partage pas mal de choses sur la vision du vin. C'est un compte Instagram que j'ai créé récemment. Donc j'y partage voilà, des tranches de vie, quelques bonnes bouteilles. Donc vous pouvez nous y rejoindre sans problème. Et on se retrouvera je regarde la date. Le 29 mai, ouais, donc on fait une petite pause dans 15 jours. Et on se retrouve le 29 mars pour un focus à Meursault, avec deux vignerons emblématiques de Meursault, c'était Dominique Lafont et Jean-Marc Rouleau, donc qui seront avec nous pour partager leur vision, voilà, de leur domaine, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils partagent. Je vais laisser. Bon, il y a encore des commentaires qui arrivent de Pierre. Qu'est-ce que dit Pierre? Je t'ai depuis longtemps. Je suis toujours aussi sensible à la complexité des expressions aromatiques que l'on peut retrouver dans les grands vins. Réduire un vin à sa présence en bouche nous fait perdre beaucoup, à mon avis. Il faut unir les deux. Je suis d'accord. Un énorme merci. Voilà. Donc, ouais, je suis d'accord. Peut-être Marie, tu dis un petit mot sur de fin, et puis on laissera Pierre conclure. En tout cas, un immense merci. On se retrouve dans 3 semaines. Et puis merci à Pierre et à Marie d'avoir donné de leur temps. Je vous laisse le mot de la fin pour ce partage qui était beau. Merci Franck. C'était un beau moment de partage, effectivement. Et c'est toujours très puissant de pouvoir partager nos émotions, ce qu'on vit au quotidien. Après, il faut venir nous voir, il faut venir fouler le sol de nos vignobles pour encore mieux comprendre les vins et ces vibrations et ces énergies qui sont puissantes, qu'on retrouve dans nos bouteilles. Ouais, moi, je vais finir ma bouteille de Bollenberg 2009. Franck est fan de Bollenberg. Je suis fan de tout ce qui est bon. En tout cas, fan des vins des 2 domaines. J'en ai bu et j'ai mon squelette qui brille, donc ça va. Alors, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous tous, et puis j'espère à bientôt. Pierre, un petit mot de la fin? Oui, écoutez, moi aussi, en fait, finalement, on comprend à travers ce genre c'est pas facile pour un vigneron de parler à un écran, parce que généralement, quand on parle de nos vins, on a des gens en face de nous, physiques, donc c'est un peu plus simple. Et on comprend mieux nos vins en discutant comme ça. En fait. C'est ça qui est intéressant. C'est par les retours que l'on a de vous, tous ceux qui suivez nos vins. On comprend mieux nos vins, qu'on a une sensibilité différente à nos vins. Et moi qui suis un peu tennisman, quand on parle de grands vins et de discrétion, ça me fait penser à Roger Federer, évidemment, qui est l'un des tennisman les plus grands au monde et qui est d'une telle modestie, d'une telle discrétion que on ne peut qu'être admiratif comme ça. Voilà. Non, merci Franck d'avoir organisé cette parenthèse d'1 heure qui a été une parenthèse où nos pieds n'ont plus touché terre, où on a pu respirer un bon air. Voilà. Et ça fait du bien. Et n'oubliez pas que c'est l'eau du vin qui fait la qualité d'un terroir et la grandeur de son terroir.
quoi, beaucoup plus que l'alcool ou les tanins ou autre. Et il faut boire de l'eau, voilà. C'est un avant-goût de l'au-delà, comme on dit. Voilà. Exactement, un avant-goût de l'au-delà. Oui. Mais si on arrive à travers l'eau à transporter le vin par verticalité vers le haut, on accède à une définition céleste du vin. Hein. Et c'est toujours plus complexe, c'est toujours plus intéressant, c'est toujours plus grand. Voilà. L'univers est plus grand que notre modeste terre, évidemment. Voilà. Merci à tout le monde. Merci infiniment. Gros bisous. Bonne soirée. À bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Gros bisous. Vous aussi. Goodbye.